Toutes et à tous et merci d'être présents pour ce webinaire de décryptage des élections municipales. Alors, on a deux invités, je vais les présenter un petit peu plus dans quelques minutes. Donc, quelles conclusions tirer de ces élections municipales? Quelle analyse en faire? Comment est-ce qu'on peut mettre en perspective ces municipales? Première question, éventuellement, ce serait qui a gagné? Alors, à en croire les dirigeants politiques sur le plateau télé dimanche soir, tout le monde. Est-ce qu'ils se trompent? Sûrement un peu. Et en même temps, pas facile de tirer des conclusions d'une élection qui est en réalité 35 000 élections, où une grande majorité des communes, dans une grande majorité des communes, l'absence d'étiquette politique des candidats empêche de tirer des enseignements sur les rapports de force, où la nouvelle loi électorale sur le scrutin a accru le nombre de listes uniques élues dès le premier tour. Et encore, d'où parle-t-on? Des grandes métropoles, des banlieues qui les entourent, des villes moyennes, des plus petites villes, des communes rurales, si tant est que ce soit pertinent de tenter une généralisation sur cette catégorie-là. Encore une fois, beaucoup de diversité qu'il s'agira d'analyser. Et l'écologie dans tout ça. Comment s'en est-elle tirée? Alors en 2019, le baromètre ADEME disait que l'écologie, c'était la première préoccupation des Français à égalité avec l'emploi. En 2025, elle a été reléguée derrière l'inflation, la dette, l'immigration, la sécurité. Il faut aussi dire que l'attention médiatique sur les sujets écologiques a diminué. En 2024, seuls 3,7% du temps d'antenne y a été consacré, soit une baisse de 30% sur un an, d'après Quota Climat. Et de fait, dans les villes de plus de 14 000 habitants, les écologistes, eux, enregistrent une perte importante, passant de 16 villes gagnées en 2020 à 6 cette année. Pourtant, d'après la grande consultation du Shift Project, qui a été effectuée auprès de plus de 3 000 maires, publiée il y a un peu plus d'un mois, les nouvelles semblent plus encourageantes, hein. 90% des élus disent prendre en compte la transition écologique et 70% en feront une priorité dans leur prochain mandat. Une majorité donc veut agir, mais manque de moyens, moyens humains, moyens financiers, moyens d'ingénierie. C'est pour ça que le LIR a lancé Solutions Transition avec 20 partenaires. Solutions Transition, c'est une plateforme qui donne les clés pour comprendre et les outils pour agir afin d'aider agents et élus à déployer localement ces politiques de transition. Mais si on en revient aux élections, est-ce que les résultats du parti, les écologistes, sont bon indicateur pour évaluer la prise en compte de l'écologie au sein de ces municipales? Finalement, est-ce qu'il y a un reflux ou non de la vague verte? Beaucoup de questions, comme vous le voyez, sur lesquelles je suis ravi qu'on ait deux intervenants pour nous éclairer. Alors deux, parce que Olivier Perrault n'a finalement pas pu se joindre à nous ce midi, mais je suis heureux d'accueillir d'une part Astrid de Vilaine, qui est journaliste et productrice de L'Esprit Public, l'émission L'Esprit Public sur France Culture. Astrid, vous suivez avec assiduité, vous avez suivi avec assiduité ces élections et pourrez nous apporter votre regard politique. Et d'autre part, Achille Varnan, qui est enseignant-chercheur sur l'aménagement du territoire et les espaces ruraux dans le contexte de transition, et notamment vous travaillez à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine, Université Grenoble-Alpes. Vous suivez notamment 140 villes moyennes à chaque élection depuis 10 ans, et votre regard et votre analyse nous sera précieux. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, en commençant avec vous, Astrid de Vilaine. Astrid, votre regard politique, voilà, comment est-ce que vous analysez la fragmentation du paysage politique au sortir des élections, les percées, les percées symboliques qui ont pu avoir pendant ces élections, les effets des jeux d'alliance aussi qui ont lieu entre les deux tours, entre les citoyens, votre opinion sur cette question du reflux ou non de la vague verte, et puis la dichotomie entre ce que vous lisez des résultats et l'analyse que peuvent en faire les grandes figures des partis politiques. On serait très content de vous entendre déjà dans un premier temps sur ce paquet de sujets-là. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette introduction Antoine. Achille, ravi d'échanger avec vous et avec tous les auditeurs, enfin les personnes qui sont présentes à ce webinaire. Que vous dire? Moi, ce que je trouve très frappant déjà, c'est la difficulté d'analyse de ces élections dans un moment particulier, c'est-à-dire un an de l'élection présidentielle, dernier scrutin avant cette échéance majeure et à beaucoup d'inconnus. Alors qu'on vient de traverser des décennies de périodes politiques où c'était plutôt facile, c'est-à-dire que ça se passait en milieu de mandat, en général les élections municipales, et souvent c'était si le pays au niveau national était dirigé par la gauche, la droite l'emportait et inversement. Là, on a, à mon avis, quatre gagnants. Les gagnants du premier tour, que sont la France Insoumise avec cette élection très symbolique, je pense à Saint-Denis au premier tour par exemple,
et le RN, qui quand même se hisse à des scores très très importants, prenons Marseille, mais également dans les petites villes. Et au second tour, un renforcement de ces deux partis quand même par rapport à la dernière fois, avec des villes aussi symboliques que Carcassonne, Menton, La Flèche pour le RN, et La Courneuve, Vaux-en-Velin ou Roubaix pour la France insoumise. Je pense que ça quand même, c'est un vrai enseignement qui peut être limité par les chiffres, mais qui pour moi, du point de vue symbolique, et la symbolique en politique est très importante, est à garder dans les deux cas. Une très bonne résistance du Parti socialiste et des Républicains qui s'explique par leur histoire, mais quand même avec quelques conquêtes majeures que sont par exemple Clermont-Ferrand ou Brest ou même Limoges d'ailleurs pour la droite. Et c'est là où moi j'en viens au jeu d'alliance qui je pense est quand même la chose qu'on a scrutée nous en tant que journalistes et qui est très importante pour l'année prochaine. C'est-à-dire que je pense que l'union des gauches et des droites s'est faite, si elle s'est faite par le bas, c'est-à-dire par les électorats, et que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra continuer d'analyser et qu'on commence à voir d'ailleurs dans les états-majors pour l'année prochaine. C'est-à-dire que moi, je m'inscris en faux dans toutes les analyses qui disent que est-ce que le PS a bien fait ou pas de s'allier avec la France insoumise, parce que je pense qu'il y a autant de situations qu'il y a de villes et que du coup, c'est très difficile d'en tirer des enseignements nationaux. D'autant plus que, et c'est là, ça complique encore l'équation quand on la ligne au niveau national, les élections municipales, ça se joue aussi beaucoup sur les personnalités. Et donc, c'est quand même difficile, par exemple, si on prend Paris, de dire que que c'est Grégoire qui a gagné, est-ce que c'est pas surtout Dati qui a perdu? Euh, et donc, pareil pour les niveaux de très très élevés de la France insoumise quand même au premier tour à Lille et Toulouse par exemple, et un échec et un plafond de verre au second. Moi, je trouve complètement à côté de la plaque les socialistes qui vous disent que c'est à cause des insoumis que Moudinque a gagné à Toulouse. Je pense que si la triangulaire était restée, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu d'alliance du Parti socialiste et des insoumis à Toulouse, je vois pas pourquoi Moudinque ne l'aurait pas emporté quand même. Donc, et ça m'amène à l'analyse écolo, puisque je crois que c'est ce qui vous importe aussi. Pour moi, si on fait l'analyse un peu brute de la gauche, je pense que la gauche se maintient quand même à un bon score, à un bon niveau, mais quand elle est ensemble, en fait, quand on la compte ensemble, ou quand elle s'allie parfois, comme à Nantes. Mais ils ne peuvent plus compter sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur des partis tout seuls. Le Parti socialiste tout seul, la France insoumise toute seule, évidemment, et encore moins les écolos tout seuls, parce que je pense quand même que si moi je vois quatre gagnants, c'est-à-dire LFI, RN, PS et LR, avec tout ce que ça peut représenter aussi comme enjeu quand on a parlé depuis 3 4 ans de tripolarisation, tripartition de la vie politique. Peut-être que ce scrutin-là, ça monte quatre forces. Mais en tout cas, je pense que les écolos, quand même, signent un échec dans cette élection, alors même qu'ils avaient gagné d'un point de vue médiatique dans l'analyse en 2020, avec des conquêtes majeures de 16 villes. Aujourd'hui, ils en perdent. Et on sait comme c'est, entre guillemets, facile de conserver une mairie normalement. Il y a une prime au sortant, il y a une proximité. C'est souvent les maires, ils sont là pour 3 4 mandats. Donc de les perdre dès le premier mandat, je trouve que vous avez bien rappelé les priorités, hein, comme si la sécurité avait remplacé l'écologie. Est-ce que l'écologie, c'est pas un peu aussi détourné de la sécurité est-ce que c'est une histoire de personnalité? Est-ce que c'est une histoire d'idéologie? Mais en tout cas, perdre Strasbourg et Bordeaux, je pense que quand même, ça restera comme un sacré échec pour ce parti-là. Voilà, enfin, peut-être quelques réflexions un peu plus larges sur ce scrutin qui viennent de loin, je pense. La fragmentation quand même du paysage, hein, une lecture très très difficile à faire, des parties qui marchent pas, ça dépend des endroits. Et bien sûr, pour moi, une lecture géographique à faire. Peut-être que là-dessus, Achille en saura plus, mais moi, c'est vraiment politiquement ce que j'observe, c'est-à-dire, et qui, moi, m'inquiète hein, d'un point de vue de l'unité nationale, c'est-à-dire, pour résumer et caricaturer, les banlieues qui seraient gagnées par la France insoumise, les petites villes moyennes, périurbaines, à la campagne, qui seraient gagnées par ou les partis traditionnels, ou pas d'étiquette, mais donc aussi le RN dans une grande percée. Les centres-villes urbains par le centre-gauche, avec Paris, Lyon, Marseille
Et donc, quand même, une sorte de victoire aussi symbolique, à mon avis, pour l'écologie, avec cette arrivée en Vélib d'Emmanuel Grégoire, Rachida Dati qui a fait pour la première fois un programme très écologique. C'est vrai qu'il y a quand même, heureusement, une forme de bataille culturelle remportée, mais qui, je pense, ne vient pas seulement du parti écolo. Voilà un peu les premières impressions que j'ai, moi, après ces 2 tours. Je serais très heureuse d'en parler avec vous et de répondre à toutes vos questions. Merci Astrid. Et peut-être juste avant de donner la parole à Achille, on avait un peu échangé juste avant ce webinaire sur une dichotomie qui vous frappait entre la lecture un peu brute des résultats électoraux et l'analyse que peuvent en faire les états-majors. Est-ce que vous Hmm. pouvez nous dire un Ah mot oui. là-dessus? Bah, je l'ai un petit peu abordé, c'est-à-dire que je trouve les 2 partis traditionnels qui sont en difficulté au niveau national, c'est-à-dire PS et LR, se déchirent là cette semaine, hein. On l'a vu lors de 2 bureaux politiques pour le LR ou bureau national pour le Parti socialiste, alors même qu'ils auraient pu capitaliser sur ces élections pour une fois, c'est-à-dire dire voilà, on est là, on est présent, regardez ces victoires. Et en fait, non, on voit que le national l'emporte et que en fait là, je trouve que quand même le fait politique majeur de cette semaine, c'est l'intervention de David Lisnard, alors même qu'il est le président de l'Association des maires de France, qui quitte son propre parti. euh, LR, voilà, je trouve que ça montre qu'il y a une forme de panique ou une forme de réalisme, hein, d'ailleurs, mais que l'élection présidentielle maintenant commence. D'ailleurs, là-dessus, j'ai oublié d'en parler, mais je pense que c'est important aussi, si on personnalise un tout petit peu le scrutin, voir la victoire assez éclatante d'Édouard Philippe au Havre, qui lui donne les mains libres pour l'année prochaine, et à l'inverse, un autre ancien Premier ministre, François Bayrou, qui perd à Pau et qui du coup voit son avenir, qu'il espérait, je pense, quand même encore important au niveau national, complètement s'éteindre. Merci beaucoup Astrid pour ces réflexions. Achille, je me tourne vers vous parce que vous êtes géographe, politiste, et vous avez effectué un travail de fond. Alors, peut-être que vous pouvez, dans un premier temps, nous rappeler voilà, quels sont les sujets sur lesquels vous vous spécialisez pas et pourquoi, et aussi enfin, en tout cas les sujets au sens les strates géographiques sur lesquels vous vous spécialisez pas, nous donner quand même peut-être un petit mot là-dessus et qu'on entre un peu en profondeur sur votre sujet d'expertise que sont les villes moyennes et qui, voilà, force est de constater quand on regarde les analyses électorales et politiques qui ont eu lieu depuis la fin du premier tour et même celle du second tour, sur lesquelles on drague peu souvent les projecteurs. Et donc, on est très content de vous Ouais. avoir avec nous pour que vous puissiez les braquer, ces projecteurs. Bah d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai aussi des cartes, mais je sais pas si je peux les projeter ou pas. Enfin, je peux partager après un. Voilà, bah, comme je suis comme je suis géographe, voilà, c'est une maladie personnelle, mais non, j'ai quelques cartes à vous montrer, mais c'était juste comme ça. Non, mais d'abord vous dire effectivement que moi je travaille effectivement plutôt sur ce qu'on appelle des villes moyennes. Bon, on pourrait définir, enfin on pourrait discuter de la définition longtemps, mais en gros des villes de 20 à 100 000 habitants, en tout cas dans celles que qui m'intéressent et qui sont hors de l'ère d'influence des métropoles. Et donc c'est celle-ci que je suis, alors que je suis depuis 70, alors non pas que je sois si vieux que ça, mais que j'ai reconstitué donc les parcours politiques de ces 239 d'entre elles en l'occurrence, que je suis à chaque élection pour voir voilà comment elles évoluent. Donc les villes sur lesquelles je serais moins à l'aise pour parler, bon, évidemment il y a les villes qu'on regarde toutes et tous, qui sont ces grandes villes et qui concentrent l'essentiel de l'attention médiatique. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, mais c'est assez logique, hein, de Paris, de Lyon, de Marseille, de Nantes, de Rennes, de Nice, de Toulon, etc. Mais imaginez bien que ces 22, enfin si on prend les 22 métropoles au sens institutionnel du terme, bon, qui correspondent peu ou prou aux plus grandes villes de France, en réalité on est focalisé sur les villes-centres, et ces 22 villes-là, bah, c'est à peu près un peu moins de 10% de la population française. Alors c'est pas complètement anecdotique, hein, c'est pas rien, et symboliquement évidemment que ce sont des villes importantes, ne serait-ce que parce que voilà, elles drainent du monde, parce qu'on les traverse, parce que c'est des villes touristiques, parce que tout ce que vous voulez, capitale régionale, capitale tout court, en tout cas du pays pour l'une d'entre elles.
Pour autant, il se passe aussi des choses évidemment en dehors. Il y a quatre un peu types de communes, donc il y a ces communes-ci. Il y a les communes rurales sur lesquelles bah, je serais bien embêté d'intervenir parce que voilà, ça représente peu ou prou entre 25-35% de la population française, donc c'est pas rien. C'est une écrasante majorité des communes, à peu près 80-90% selon les définitions là aussi. Mais ben, ça, je ne vous apprends rien. La plupart des maires élus sont des maires sans étiquette, élus dans des contextes où il y a souvent une seule liste. Et donc, c'est très difficile d'y faire des analyses politiques, en tout cas une semaine après l'élection municipale. À la rigueur, il faudrait attendre les sénatoriales. Et j'ai déjà peut-être une idée d'où ça penche. Mais voilà, en tout cas, on peut pas l'analyser maintenant. Il y a évidemment ces villes de banlieue de grandes villes où il se passe plein de choses intéressantes. On a vu évidemment la progression, et Astrid le rappelait, de la France insoumise, notamment et principalement en fait aux dépens, à part à Roubaix et voilà, mais principalement aux dépens des communistes et des socialistes, comme à Saint-Denis par exemple. Mais dont voilà, donc j'ai pas de connaissances particulières. Et puis il y a donc les villes sur lesquelles moi je travaille. Bon, de manière générale, si on devait essayer peut-être de s'intéresser à qui a gagné, qui a perdu, alors c'est effectivement c'est rigolo, cette soirée électorale était formidable puisque tout le monde avait gagné et d'une certaine manière, mais tant mieux, on est content quand tout le monde est heureux, enfin en tout cas moi le premier. Euh, Effectivement, moins les écolos, ça pour le coup c'est un peu plus clair. Moins François Bayrou sur une équation plus personnelle peut-être, mais globalement on a bien vu chaque responsable politique indiquer pourquoi il avait gagné, pourquoi son camp l'avait emporté. Bon, ça, c'est le jeu politique et j'allais dire, c'est pas nouveau. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement, d'un côté, on a des blocs qui restent majoritaires, en gros, LR slash divers droite, qui sont d'ailleurs pas toujours LR, hein, et puis PS slash divers gauche, pas toujours PS, qui dominent le champ politique, qui le font, qui le rappellent. Et le PS, de ce point de vue-là, a eu de la chance de conserver d'ailleurs Paris et Marseille. Ça aurait pu rendre le récit plus compliqué, de même que pour Lyon, de garder Lyon a sans doute, enfin, que les écolos gardent Lyon a sans doute permis là aussi de contrer, ou en tout cas d'amoindrir le récit d'une défaite, de garder Lyon et Tours qui étaient donnés perdants aussi il y a quelques mois. Enfin, faut aussi, ils peuvent presque se satisfaire d'ailleurs d'être venus de loin. Et donc même eux peut-être peuvent y trouver des motifs de satisfaction. Non, peut-être plusieurs éléments. Je vais essayer de pas être trop long, mais le premier élément de précaution, et Astrid l'a bien dit, mais je pense que c'est bien de le rappeler, il y avait quand même, donc on a à peu près 36 000 communes, 35 000, autant d'élections. Autant d'élections municipales, il faut bien garder en tête ce que montraient Jean-Louis Briquet et Frédéric Savicki dans un article publié dans la fin des années 80. Le local a son épaisseur propre, ses spécificités, et on peut pas tirer comme ça de leçons nationales, en tout cas sans prendre de sérieuses précautions à partir des élections municipales. Premier élément. Deuxième élément de précaution, se méfier aussi de l'illusion du bloc qui est arrivé en tête. Je m'explique. Souvent, ce qui va nous intéresser, mais c'est vrai aux autres élections, on va regarder qui est arrivé en tête à tel endroit et on va dire, bah, ici c'est une ville de gauche, ici c'est une ville de droite, ici une ville d'extrême droite, etc. Bon, et on va comme ça projeter sur la carte en ne se focalisant que sur le vainqueur. En réalité, ça c'est vraiment, enfin, faut se méfier de cette illusion-là parce que derrière, parfois, il y a des élections qui se jouent à très peu de choses. Ça a été le cas à Bordeaux, c'était le cas à Lyon, par exemple. Donc en fait, dire aujourd'hui que Lyon ou Bordeaux sont des villes soit écologistes, soit centristes, bah, c'est difficile. Et c'est vrai dans beaucoup d'endroits où il y a par ailleurs eu un nombre incalculable. Alors, j'ai pas encore fait la comparaison avec l'élection précédente, mais je pressens que c'est plus important, deux triangulaires, deux quadrangulaires qui vont effectivement dans le sens d'une fragmentation du champ politique, plutôt en quatre blocs, mais finalement qu'on retrouvait déjà un peu hein, au moment des élections législatives, avec un tout petit bloc les Républicains, mais qui était déjà présent, d'ailleurs en fonction de là où il penche, fait pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Mais donc voilà, pareil, enfin, si on regarde ça en détail, il y a plein de villes. Bah, prenez Mulhouse, qui est un cas vraiment un peu caricatural de ce point de vue-là, avec un maire élu, je sais plus, dans une sextangulaire ou une, je sais pas comment on dit à 5,
qui gagne avec moins de 30%, Rectangulaire. rectangulaire, voilà, moins de 30% des suffrages exprimés. Donc vous imaginez, en plus, si on n'a pas parlé de l'abstention, mais rien du tout. Et donc à l'arrivée, le camp arrivé en tête ne dit pas grand-chose en réalité du rapport de force dans ces territoires-là. Parce qu'effectivement, en fait, on est à peu près à 50% de votants, un peu plus, quoi. Et donc, si on met de côté l'abstention, même si on met de côté l'abstention, ça ne dit pas grand-chose. Voilà. Alors une fois qu'on a, comment dire, balayé un peu toutes ces précautions qui me semblent importantes, plusieurs éléments d'analyse sur les villes qui, moi, m'intéressent plutôt. Alors attendez, je vais juste essayer de vous partager. Tac, 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 tac. Si je vous partage. Achille, tu euh, es haute, donc tu peux partager des cartes. Ouais, je vois, mais j'essaye de. Je suis toujours aussi mauvais malgré l'expérience. Alors, normalement, ici, vous voyez, je pense, tac, 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 la carte des villes qui, moi, m'intéresse. Alors, ça veut pas dire que les autres m'intéressent pas, mais en tout cas, celles sur lesquelles je travaille. Si, peut-être, premier élément, si on prend les métropoles, alors, j'ai pas refait les cartes. Ici, vous avez 77 et 2020, ce serait marrant de mettre 2026 maintenant. Mais en gros, ce que vous voyez, premier élément, hop, changement quand même très important de la carte électorale dans les métropoles entre ces deux dates. Et évidemment, maintenant, des villes écolos qui ont basculé, Poitiers, Strasbourg ici, Bordeaux. Bon, Marseille peut plus tout à fait être considéré comme écolo. Mais bon, voilà, en gros, on est sur cette carte-là avec quand même une domination de la gauche dans ces grandes villes, même si cette domination s'érode, elle reste importante. Achille, Ici, ce que vous avez. je me permets de t'interrompre. Il y a quelqu'un qui nous demande si tu peux passer en mode diaporama pour ta présentation. Ouais, bien sûr, c'est juste que je ne vous verrai plus, mais je peux le faire. Alors attendez, tac. Hop. Ah bah si, je vous vois toujours, donc formidable. Voilà, donc là vous avez les villes moyennes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes cartes. 77, c'était vraiment une année exceptionnelle pour la gauche à l'époque socialiste et communiste. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en 77, c'est pas tellement le cas dans les grandes villes. La vague rose, elle se fait d'abord dans ces villes-là. Là où la vague écolo, rose écolo de 2020 se fait d'abord dans les grandes métropoles, puisque là, vous avez la carte de 2020. Je vous montrerai la carte d'aujourd'hui après. Avec, en fait, ce que vous voyez ici, une très très grande, très très large domination de la droite. Bon, voilà, là, c'est l'évolution des différents blocs. Point important aussi à avoir en tête, j'y reviendrai peut-être, mais en fait, le bloc centriste en 2020 est quand même important. Alors, c'est souvent pas des maires étiquetés Renaissance, machin, mais qui sont proches du camp présidentiel et ils existent toujours. Ici, je passe très rapidement sur ces données, mais là aussi, pour vous montrer quelques données de contexte, vous voyez, les villes moyennes aujourd'hui votent plutôt dans la moyenne nationale, mais c'était en 2012, elles votaient largement, elles survotaient largement à gauche. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un effritement du bloc de gauche, alors en particulier 2012-2017, pour des raisons que vous connaissez, puis 2022-2024, ok, et surtout, un effondrement du bloc centriste et du bloc de droite, et une augmentation très très rapide du bloc d'extrême droite au moment de ces élections législatives. Là, c'est vraiment que dans ces villes moyennes, périmètres communaux, hein. Je passe rapidement là-dessus, puisqu'on s'en fiche un peu. Juste, je voudrais revenir sur tac, 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 tac. Les cartes de 2026. Ici, c'est où ça a switché. Voilà, donc vous les avez toutes ici. Donc ici, en fait, c'est dans le sud de la France, beaucoup des villes qui ont switché à l'extrême droite. Voilà. Quelques villes qui ont switché à gauche, j'y reviendrai. D'autres qui ont switché divers, mais souvent c'est divers centre, hein. D'ailleurs, faut que je change de couleur politique. Et puis les villes qui ont switché à droite, Saint-Brieuc, Cherbourg, etc. Bon. Si on essaye de faire un peu l'analyse de tout ça dans ces villes-là, plusieurs éléments. Moi, l'élément le plus frappant, si on raisonne pas forcément en vainqueur, mais en parti qui y perd, ou en camp qui y perd, en bloc qui y perd, c'est d'abord le bloc de gauche. Moi, je trouve que c'est vraiment très, 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 très frappant. On a aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur les 139 villes que je suis, vous en avez plus que 25 qui ont un maire de gauche. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis 77, c'est inédit. Le précédent scrutin qui avait été très compliqué, c'est 2014. En 2014, la situation était meilleure pour la gauche. Il y avait à peu près 28-29 villes. Et j'allais dire, facteur encore aggravant, c'est que non seulement la gauche recule dans ses bastions, alors je pense à Aurillac qui a basculé, qui était à gauche depuis les années 70, Cherbourg, pareil, Le Creusot, qui sont des villes quand même
Cherbourg peut-être un peu moins, mais des villes avec un profil assez populaire, dans des territoires plus populaires là aussi. Euh, donc non seulement la gauche bascule dans ses bastions, Tulle en est aussi un autre exemple, elle bascule aussi dans des villes qu'elle avait réussi à prendre en 2020. Je pense à Millau, par exemple, dès le premier tour, à Saint-Brieuc avec le maire place publique de peut-être un des seuls de France. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lui n'a pas fait l'alliance avec la France Insoumise. Donc, on voit que quand il y a alliance, ça marche pas, mais quand il n'y a pas alliance, bah, ça ne marche pas non plus. Et surtout, les villes qui ont été prises par la gauche, je pense à Bergerac, je pense à Mont-de-Marsan, je pense à Agen, sont des villes prises dans la plupart des cas dans des situations de triangulaire ou de quadrangulaire où la gauche en réalité n'est pas majoritaire. C'est le cas à côté du Creusot, par exemple, à Mont-Solémine, qui reste très clairement une ville de droite avec un score de l'extrême droite très important. Et donc difficile, voilà, c'est pas parce que le maire est de gauche que c'est vraiment une ville de gauche. Je parle même pas de l'écologie politique qui là est globalement absente, qui aurait pu prendre des villes. Hein, c'était le cas par exemple à Nevers, on s'est pas passé très loin. Il y a un ou deux autres exemples, mais n'est pas présente là. Bon, ça veut pas dire qu'ils sont pas présents dans le jeu politique, ils peuvent avoir des adjoints, etc. Mais voilà, ils sont peut-être moins centrales. Pas de France Insoumise non plus. Voilà. Pareil, il y avait des espoirs de conquête pour la France Insoumise dans des villes moyennes en périphérie de la région parisienne. Bon, ça s'est pas concrétisé, donc ça c'est aussi un point important. Mais dans l'ensemble, une gauche en grande situation de fragilité. Deuxième élément important, bon, un centre qui bon, résiste mais s'érode au profit de la droite, en gros, mais plutôt pour des jeux statistiques, puisque des maires qui étaient divers centres deviennent aujourd'hui divers droite. Une droite qui résiste globalement bien, puisqu'elle arrive à prendre en réalité quelques villes sur la gauche, quelques villes par ce jeu statistique. C'est pas des municipalités qui changent, mais enfin des maires qui changent de camp artificiellement. Et donc, bon, le bloc, j'allais dire, résiste. Et puis surtout une droite qui ne perd aucun de ses bastions au premier tour, enfin qui résiste là où elle était déjà forte. Ça, c'est quand même un point important, contrairement à la gauche. Et puis surtout, bah, évidemment, des grands vainqueurs. L'extrême droite, on en a beaucoup parlé mais qui prennent alors en fait un nombre réduit de villes. Hein. Si vous regardez cette carte, ils sont clairement pas majoritaires. Enfin, je vous mets la carte de la coloration politique aujourd'hui. Donc vous voyez ces points bleu foncé. Bon, on en trouve évidemment davantage qu'auparavant. Ils restent extrêmement minoritaires. Bon, bah voilà, ils ont Castres, ils ont Montauban, ils ont pris Carcassonne. C'est pas anecdotique. Là où ils étaient déjà élus, bon, bah, ils sont réélus dès le premier tour. Je pense à Beaucaire ou à Fréjus par exemple. Surtout, ce qui me semble intéressant, c'est qu'au-delà du nombre de villes qu'ils prennent, ils parviennent à s'installer dans des territoires où ils étaient jusqu'ici absents. Alors, ils faisaient des scores dans les élections nationales, mais ils n'arrivaient pas à s'implanter. Vous avez le centre de la France ici, Vierzon. Moi, j'ai consacré une partie de ma thèse sur Vierzon, donc c'est une ville que je connais très bien, donc qui a basculé de communistes bon, un candidat divers extrême droite plutôt elle dure, hein, en plus de l'extrême droite, proche de Marion Maréchal Le Pen, etc. On n'est pas très loin de Salbris, qui est une ville dirigée par un très proche de ce terrain. Enfin, c'est pour vous donner aussi un peu le contexte d'implantation territoriale. Mais donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et pour l'extrême droite, je trouve que c'est quand même une très belle réussite, qu'on le regrette ou pas. Troisième et dernier élément qui vient appuyer cette réussite de l'extrême droite, au-delà des scores qu'ils font un peu partout, y compris dans des territoires jusqu'ici où ils étaient jusqu'ici absents, je pense par exemple à la Normandie ou même en Bretagne, enfin, où ils arrivent à avoir des candidats et à faire des scores. Euh, Il y a aussi des endroits où d'ailleurs ils ne présentent pas de candidats parce qu'ils n'ont pas réussi, mais on peut imaginer qu'ils auraient fait des super scores. Je pense à Montluçon ou à Commentry à côté, par exemple. Mais en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'extrême droite arrive à s'implanter aujourd'hui en infiltrant. C'est pas le bon terme parce que c'est pas fait de manière cachée d'ailleurs, mais en tout cas en allant sur des listes de maires divers droite. C'est le cas ou de maires ou de candidats divers droite. C'était le cas à Nevers où il y avait un candidat divers droite, bah, sur- qui avait plusieurs candidats Rassemblement National sur sa liste, sans que ça ne fasse débat. Vous voyez, et ça c'est aussi quelque chose de tout à fait nouveau, y compris par rapport à 2020 et 2014, sans que ça suscite le moindre débat. Je vais vous prendre un exemple encore plus caricatural, à Verdun, au moment du débat de l'entre-deux tours, la journaliste interroge comment dire, l'opposant de droite sur le fait qu'il est sur sa liste des candidats d'extrême droite. Il dit, bah oui, effectivement, j'ai des gens du RN, mais d'ailleurs je suis pas le seul ici. Monsieur le maire a aussi quelqu'un d'encarté au Rassemblement national sur sa liste, ce que le maire divers gauche ne contredit pas pendant le débat. Enfin, vous voyez, ça, c'est quand même des choses
qui auraient pu paraître complètement hallucinantes en 2020-2014 et qui sont aujourd'hui OK dans un certain nombre de territoires. Et de ce point de vue-là, l'extrême droite a quand même très bien réussi son coup, en tout cas pour ces élections de 2026, qui évidemment ne préjugent pas de la suite, mais à l'heure où on parle, effectivement, témoigne d'une progression du parti. Voilà, donc j'étais beaucoup trop long, je suis désolé, et j'arrête de partager mon écran. Merci Achille. À vrai dire, c'est ouais, non, c'est très instructif. Tout ce que, enfin, il y a les cartes, les résultats électoraux et effectivement ce qu'on ne voit pas et cette montée du RN en dehors des listes RN. Qui est extrêmement instructif. François nous a demandé dans le chat quels étaient un petit peu voilà, nos éléments d'analyse sur l'abstention. Astrid, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre regard sur l'abstention, l'analyse que vous en faites, et peut-être aussi faire un lien avec l'impact de la loi sur le scrutin de liste paritaire pour les petites communes? Oui, merci beaucoup pour cette présentation, Achille. C'est très éclairant. Pardon, je rebondis juste d'un mot parce que j'avais lu après le premier tour des analyses dans des grands quotidiens qui disaient que le RN fallait pas s'emballer, c'était rien du tout, mais vraisemblablement les chiffres ne disent pas ça. Donc moi je trouve qu'il faut faire attention et à la symbolique et aux chiffres en effet. Sur l'abstention, alors. Moi, enfin, pareil, je trouve que sur l'abstention, je trouve que je suis un petit peu lasse des analyses qui disent ah c'est la crise démocratique, c'est la défiance. Enfin, je pense que quand ça fait 30 ans que c'est la défiance, il faut changer de vocabulaire. Donc et ça rejoint en fait l'analyse sur le Rassemblement national qui a presque une centaine de mairies. C'est-à-dire que maintenant il faut parler de, à mon avis, de plus que de progression, d'implantation. Et donc c'est aussi pour ça, pardon, encore une parenthèse, mais que le Front républicain il a pu fonctionner, hein. Par exemple, à Toulon, c'est très clair, dans un duel face à Laure Lavalette. Il fonctionne encore par moments, mais il y a des endroits où ça ne marche plus, comme à Nice, où en fait, la réflexion, à mon avis, de la candidate écologiste à Nice, de se maintenir, ce qui a beaucoup surpris d'ailleurs la liste Estrosi, c'est aussi de se dire, bah en fait, sinon on disparaît du paysage, nous, et on peut pas compter. Normalement, le Front républicain ou l'émergence du RN, c'est quand c'est le barrage, c'est quand c'est de temps en temps, hein, pour parler d'un sujet d'actualité, quand c'est 2002, Lionel Jospin. Mais si c'est depuis toutes les élections, on peut comprendre, je pense, que les gens fassent avec. Et ça rejoint ce que disait Achille. Donc je pense que l'analyse aussi sur le RN, faut l'intégrer en fait maintenant dans nos réflexions politiques au lieu de la voir comme une émergence soudaine. Voilà. Bon, je pense que plus beaucoup de gens le font, mais sur l'abstention, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que moi, je me réfère maintenant à 2024 et aux législatives de 2024 avec une mobilisation immense, 20 points de plus que la législative d'avant, justement face au risque Bardella pour la plupart des électeurs qui se sont mobilisés. Donc ça prouve bien, et ces élections municipales nous le montrent aussi, que quand il y a de l'enjeu, les Français savent très bien retrouver le bulletin de vote et la direction de l'isoloir. Et que donc il faut faire une analyse un petit peu plus affinée. Et c'est vrai, moi ça pour le coup je l'ai vraiment observé, beaucoup d'analystes disent qu'il n'y a plus beaucoup le devoir d'aller voter, ça c'est vrai, moi je le mettrais aussi sur, chez les jeunes notamment, je le mettrais aussi sur un manque peut-être d'éducation civique ou de transmission. Il n'y a plus du tout cette idée que voter c'est une chance. Et qu'en fait, même si on va voter blanc, on y va, que moi j'ai été un peu élevée comme ça il y a 30 ans. Je crois que là, dans les gens que j'ai pu interviewer, moi, de la vingtaine dans ces élections, ils s'en fichent totalement. C'est-à-dire que c'est soit ça me correspond, soit il y a un enjeu et j'y vais, soit je m'en fous, c'est de l'indifférence parce que je ne me sens pas concernée. Ensuite, sur la question précise des scrutins de moins de 1000 habitants, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce que ça rejoint deux thématiques que je suis particulièrement, le féminisme et les campagnes. Et en fait, moi, j'ai trouvé un peu insupportable la façon dont Paris s'est emparé de ce scrutin en mai 2025 sans aucune consultation, en imposant la parité et la fin du panachage à des petites communes. Euh, C'est-à-dire que oui, c'est important qu'il y ait... En fait, pour résumer, avant, on pouvait panacher les listes dans ces communes, c'est-à-dire choisir qui pouvait monter dans la liste, barrer des noms, en ajouter d'autres.
Et c'est vrai que dans les villages, il y avait vraiment j'allais dire un amour, mais en tout cas un attachement à cette façon de faire. Et donc, ça permettait aussi d'avoir plusieurs listes et moi, de ce qu'on m'a dit hein, dans les mairies de ces villages-là ou de ces petites communes-là, c'est qu'en fait, ça permettait aussi beaucoup de cohésion, c'est-à-dire qu'il y avait un affrontement, mais au final, il y avait comme un rassemblement derrière des noms panachés. Alors, si on regarde l'abstention dans ces communes-là, elle est à peu près équivalente, à 3 points près, au niveau national. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus en tirer des leçons immenses sur dire que ça a fait, même si c'est vrai que ça a fait moins de double liste, ça a fait plus de listes uniques. Mais voilà, moi j'ai pas d'avis forgé sur la question, mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu brutal. Et en même temps, la parité, ça a toujours été mis de manière brutale, et c'est vrai que le panachage empêchait la parité, mais je trouvais pas que les chiffres étaient non plus si alarmants que ça. Je crois qu'on était à 38. Bon, voilà, moi j'ai trouvé que ça, et autre leçon sur les modes de scrutin, Paris-Lyon-Marseille, avec, on aurait pu parler de tripatouillage avec Dati par exemple, qui a vraiment tout mis son poids politique dans la balance pour faire adopter un mode de scrutin qui, soi-disant, lui aurait été favorable à Paris. Et finalement, ça prouve bien que peu importe le mode de scrutin, les Français continuent à voter pour qui ils veulent. Et ça, je trouve que c'était un bon enseignement sur ce scrutin Paris-Lyon-Marseille. Merci Astrid. Achille, peut-être avant une réaction, aussi préciser à nos participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je les relayerai. Mais voilà, Alors donc, d'abord, toutes mes excuses pour Aurillac qui apparemment ne figurait pas sur, sur la carte, donc c'est pas encore un brouillon. Et évidemment, je corrigerai cette erreur. En tout cas, c'est une promesse que je peux faire. Non, sur la question de de l'abstention, moi je pense qu'il y a plusieurs éléments intéressants. Alors, effectivement, il y a, je pense, un des intérêts sans doute croissant, ou peut-être en particulier chez les plus jeunes. Je pense qu'il y a aussi un autre élément qui enfin, l'un peut très bien aller avec l'autre hein, d'ailleurs, qui est plutôt une enfin, un abstentionniste pas militant, enfin, je sais pas comment le qualifier, mais de gens qui vont plutôt dire en fait ça ne sert à rien d'aller voter, mais ça veut pas dire que j'ai pas d'idée politique ou de volonté d'engagement, d'ailleurs de gens qui peuvent s'engager par ailleurs, mais en se disant que le vote, lui, ne sert à rien, ne change rien. Et donc, voilà, je pense qu'il y a aussi cette abstention-là qui progresse. Je pense que c'est pas contradictoire, hein, d'ailleurs, avec ce qui vient d'être dit, mais ce qui explique des taux d'abstention qui peuvent être effectivement, dans l'ensemble, assez importants, puisque, bah, certes, on a une meilleure participation qu'en 2020, donc c'était vraiment catastrophique pour les raisons conjoncturelles que l'on sait, mais de manière générale, on a quand même une érosion de la participation qui est très inquiétante à ces élections municipales. Euh, donc ça, je pense que c'est un premier élément, même s'il faut quand même avoir en tête que cette abstention elle est très, comment dire, alors géographiquement et socialement, enfin c'est pour des raisons sociales souvent, mais qu'on retrouve là pour le coup d'un point de vue géographique, très différentielle. Donc il y a non seulement la question effectivement de, bah, quand il y a qu'une liste, ça peut drainer, enfin ça n'encourage pas à la participation, mais au-delà de ça, on sait bien que bah, il y a des classes sociales qui, plus on est précaire, moins on participe. Évidemment, plus on est jeune, moins on participe aussi. Parfois, ça va de pair d'ailleurs. Enfin, donc, et selon les territoires, il y a aussi de grosses différences. Mais enfin, moi, je le vois là, par exemple, sur les villes sur lesquelles je travaille ou que je suis, les villes les mieux loties, vous avez une participation bien plus forte à Saint-Malo qu'à Châlons-en-Champagne, par exemple, ou qu'à Vierzon, ce qui n'est pas tellement une surprise finalement. Mais donc, bien avoir ça en tête parce que on a vraiment des taux très, très différents d'un territoire à l'autre. Donc, derrière la moyenne, voilà, il y a là aussi une grande diversité. Sur les petites communes, est-ce que l'imposition de la parité a joué? Bah, peut-être. Alors, moi, je serais vraiment curieux parce que, par exemple, on sait que lors de ces élections, il y a eu moins de communes sans candidat qu'en 2020. Donc ça, c'est déjà une surprise parce qu'on aurait pu se dire, tiens, il y allait en avoir plus. Non. Et j'aimerais, enfin, moi, j'ai pas encore, on peut le faire là maintenant avec les données du ministère de l'Intérieur, objectiver effectivement l'augmentation du nombre de listes uniques. On peut l'imaginer, mais j'aimerais bien voir à quel point ça se vérifie ou pas, et là aussi s'il y a des effets géographiques. En tout cas, peut-être pour nuancer ce que tu disais, Astrid, effectivement, peut-être que le texte, on peut débattre du bien fondé, et puis c'est bon, voilà, mais c'est quand même un texte qui a été porté, et je trouve ça intéressant. Moi, je dirais pas forcément que depuis Paris, puisque soutenu par et voulu par toutes les associations d'élus locaux, d'intercommunalité de France à l'AMF, en passant par l'association des maires ruraux de France, etc.
J'ai rarement vu un texte qui avait ce soutien-là, y compris des maires ruraux, enfin, qui ont, je pense, pris un risque en le soutenant, mais voilà. Avec l'idée de dire, cette parité, on l'a quand même fait par niveau, puisqu'on l'a fait d'abord pour les communes de plus de 1000, entre 1000 et je sais plus combien d'habitants, que finalement, ça n'avait pas posé tant de problèmes, et donc on voulait le faire, voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on sait que le panachage était quand même, notamment pour les personnes les âgées, attachées, à des habitudes de vote, etc., quelque chose d'important. Donc peut-être que ça a joué, mais voilà. En tout cas, je serais curieux d'objectiver tout ça, même si on peut, oui, même si on peut supposer que ça joue un peu. Voilà. Et puis juste un dernier point qui n'a pas grand-chose à voir, mais sur la question de la, enfin quoique, sur la question de la participation là aussi, et puis du front républicain. Ce que je trouve aussi très intéressant, et on n'en a peut-être pas suffisamment parlé depuis le début, c'est aussi la capacité au deuxième tour, dans certaines villes, de la droite et de l'extrême droite d'abord, de faire front commun, y compris quand il pouvait rester un candidat d'extrême droite. Je prends un exemple très concret à Clermont-Ferrand, qui était quand même un bastion du socialisme municipal depuis l'après-guerre, où au deuxième tour, triangulaire PS, LR, RN, puisque le PS avait été rejoint par une candidate France Insoumise assez forte, hein, là pour le coup. Il y avait aussi des écologistes évidemment dans l'équation. Et en fait, quand on regarde, c'est hyper intéressant le cas de Clermont parce que l'Union de la gauche ne perd pas de voix entre le premier tour et le deuxième tour. Enfin, ça s'additionne. Enfin, effectivement, à 30 voix près, on retrouve, voilà. Évidemment, c'est pas forcément les mêmes électeurs qui se mobilisent et il y a du switch. Mais en revanche, il y a une hausse très importante de la participation qui profite directement à la droite, voilà, qui elle enregistre une augmentation très très forte de son nombre de voix. Et l'extrême droite qui s'effondre, qui passe de 11-12 à 3%, et quelque part des électeurs Rassemblement National qui viennent faire une forme de front renversé face aux candidats de la gauche. Et de ce point de vue-là, enfin voilà, enfin, ça joue aussi sur la participation, je sais pas ça fait aussi un peu le lien avec tout ça, mais voilà, ça aussi c'était comment dire, un étonnement pour ma part de ce scrutin. Alors, dans le chat, Françoise nous demande sur la parité, est-ce que le résultat était en deçà de ce qui était attendu? Donc, je vous cite simplement un article du Monde que 23% des têtes de liste étaient élues, étaient des femmes lors de ces élections municipales. C'était 20% en 2020. Donc, une progression, mais sans doute bien moindre que ce qui était attendu du fait de cette modification électorale. Et il y a d'autres questions un petit peu aussi dans cette même veine sur est-ce que le genre est un critère pour analyser l'abstention? Voilà. Est-ce que le dégoût des querelles politiques entre les partis de gauche, est-ce que ça a été analysé? Est-ce que ça a joué? Quid de la prise en compte des votes nuls? Voilà. Achille, Astrid, si vous avez des éléments d'analyse ou en tout cas des intuitions sur ces sujets-là. En tout cas, moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Achille, et répondre dans le même temps à la question, clairement, il y a eu plus de listes uniques dans les communes de moins de 1000 habitants. Après, j'ai pas le détail, mais c'est sûr que c'est plus. Et en revanche, ce qui est intéressant, mais c'est juste un sondage Ipsos, mais je trouve qu'il est intéressant sur est-ce que vous allez voter ou non si le résultat est couru d'avance. Donc, s'il y a une liste, par exemple, 31% des Français disent non, je vais pas voter si c'est couru d'avance, donc c'est quand même considérable. Et quand c'est les communes de moins de 1000 habitants, 49% des Français répondent oui, oui, je m'abstiens. Donc quand même, je pense qu'au moins ça, enfin, je trouve que c'est une donnée intéressante qui permet quand même de faire un tout petit lien sur la fin du panachage, puisque ça a conduit quand même à faire moins de listes, enfin, forcément. Ensuite, sur ce que tu dis, Achille, à propos en effet, de la mobilisation face à la droite face à l'union de la gauche, de la droite et de l'extrême droite. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'union des droites qui se fait par les urnes. Et le contre-exemple en miroir de ça, c'est Nîmes, hein. Nîmes où Julien Sanchez n'arrive pas du tout à transformer l'essai, alors même qu'il avait abandonné Beaucaire et qu'à Beaucaire, son successeur RN est élu dès le premier tour. Lui, il essaye d'arriver à Nîmes en se disant j'ai l'étiquette RN, je suis un maire du coin, et eh bien ça ne marche pas. Ça, je pense, c'est un très bon enseignement quand même, en disant que finalement le RN c'est pas si automatique que ça. Mais beaucoup d'électeurs de droite et d'extrême droite vous diraient bah c'est la division. Nous on aurait aimé voter pour un seul candidat, et on voit bien
que là, l'union des droites, c'est quand même, je pense 80% des deux partis veulent l'union des droites. Donc, je pense que ça va induire aussi de nouvelles stratégies de la part du RN et on voit bien les appels du pied de Laurent Wauquiez, etc. Pardon, il y avait d'autres questions, j'ai noté, je me souviens plus. C'était quoi, pardon, les questions du chat? Ah, sur la parité, il me semble qu'il y a moins de conseillers municipaux femmes qu'avant. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai entendu ça comme analyse. Et en effet, sur les têtes de liste, c'est ça le problème aussi, c'est que c'est souvent on n'arrive pas à avoir des femmes mères. Mais je pense que l'analyse du genre, elle est intéressante, mais elle est insuffisante. C'est aussi l'analyse de l'âge qui est très intéressante, je trouve. Il y a énormément de personnes âgées en fait qui sont mères, notamment dans les petites communes. Et je trouve que sur les intercos, ça a été les grandes absentes du débat. Et moi, c'est un regret que j'ai parce que je sais pas s'il faudrait un mode de scrutin direct ou je sais pas exactement quoi en penser, mais on voit bien que c'est quand même des places où il y a du pouvoir et qui sont pas vraiment en jeu chez les candidats. Et ça, je trouve, enfin, dans les élections, ça, je trouve ça assez dommage. Et après, il y a un autre enseignement, pardon, mais parce que ça me vient, je pense, qui va rester, c'est aussi l'utilisation de l'IA. Moi, je l'avais jamais vu à ce point dans les scrutins, en tout cas dans les grandes villes. Et je pense que ça, pour la présidentielle, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de candidats qui fassent des programmes en IA, avec les avantages et les inconvénients que ça a, mais beaucoup d'électeurs aussi qui regardent sur ChatGPT les programmes. Et peut-être aussi des programmes qui ne sont, pour moi, en tout cas sur les grandes villes, pas assez mis en avant, hein. C'est-à-dire que à Paris, ça s'est pas du tout fait sur les programmes, l'élection par exemple. À Marseille, c'était très politique au sens partisan. Et je pense que c'est quand même un peu dommage à la fin pour le citoyen, quoi. Alors, Astrid l'a mentionné et Achille, je voulais vous entendre dessus parce qu'on en a aussi un petit peu parlé en préparant ce webinaire. C'est l'enjeu oublié des intercommunalités. Qu'est-ce que vous pressentez et surtout pourquoi c'est important et donc le hiatus entre potentiellement les pouvoirs qui sont présents à ce niveau administratif en comparaison du fait qu'on en a très très peu parlé pendant ces élections. Ouais, peut-être, juste, je vais évidemment répondre à ta question, mais je reviens juste un tout petit peu en arrière sur l'histoire du front à droite. Je pense qu'en fait, ça marche d'autant plus facilement quand le candidat LR est devant, qu'il a une capacité à aspirer l'extrême droite, là où l'inverse n'est pas toujours vrai. En fait, je pense que c'est ça, peut-être la différence entre Nîmes et Clermont-Ferrand, par exemple, que l'on retrouve. Et autre élément de remarque là sur cette histoire de parité et d'âge, je pense que c'est effectivement très important. Juste pour vous donner un chiffre, là j'ai fait un travail sur les jeunes femmes mères il y a quelques temps, mères M-A-I-R-E en ruralité. Pour vous donner un ordre d'idée, le nombre de mères, alors là pour le coup, toute catégorie territoriale confondue en 2020 élues à 30 ans ou moins, c'est 200 sur 34 000 et quelques communes. Le nombre de jeunes femmes mères en ruralité, par exemple, c'est 35 élus en 2020 à moins de 30 ans ou moins. Voilà. Donc ça vous donne une idée aussi du gouffre, alors effectivement en termes d'inégalité genrée, mais aussi d'inégalité d'âge, alors qu'ils peuvent s'expliquer, mais enfin voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Sur l'intercommunalité, moi je rejoins ce qui vient d'être dit, c'était le grand absent de ces élections municipales. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'était le grand absent des élections municipales d'avant, puis alors celle d'encore avant. La mauvaise, c'est qu'effectivement, les intercommunautés prennent aujourd'hui vraiment de plus en plus de place. Et c'est vrai que, enfin, alors là, pour le coup, je sais pas bien comment sortir de ce truc-là, puisque effectivement, j'ai longtemps pensé que le suffrage direct, par exemple, permettrait de reconnecter plus directement. Mais en fait, l'exemple lyonnais nous montre que pas tellement. Peut-être parce que justement, il y avait ce duel entre Doucet et Aulas, donc personnalité quand même médiatique, ce qui ne fait pas tout dans une élection, on l'a vu, mais euh, du coup, on a très peu parlé, par exemple, de la métropole. Alors que le budget y est quand même bien plus important. Et par exemple, enfin ça c'est juste anecdotique, mais le soir du premier tour, bah moi j'ai voulu trouver les résultats à la métropole de Lyon pour voir comment ça avait voté. Enfin franchement j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à comprendre qu'il y avait. Alors j'ai réussi à trouver ceux qui avaient gagné dès le premier tour, mais alors après pour comprendre comment ça fonctionne, etc. L'équation est tellement complexe qu'en fait bah.
c'est même là où il y a de l'enjeu politique, au sens où il y a des compétences, elles sont clairement identifiées, etc. Bah c'est pas si simple. Donc effectivement, gros sujet là-dessus, d'autant que il y en a qui n'ont pas oublié l'échelon intercommunal. Je pense en particulier au Rassemblement national qui, dans le nord ou dans le sud de la France, va essayer de prendre la tête d'intercommunalité, ce qui serait une première pour elle, à part Béziers peut-être, parce qu'elle va en avoir maintenant les moyens et qu'ils ont bien compris que bah, c'était quand même là où se jouait beaucoup le pouvoir. Mais effectivement, grand absent et grand oublié, là où les élections auront lieu aujourd'hui, demain, etc., quoi. Et je vois aussi dans le... Merci, merci Achille et Astrid. On s'approche de la fin de ce webinaire, mais je vois une question dans le chat de Clara qui nous demande quelle place pour les questions de transition écologique dans ce paysage communal. Si vous... Achille, Achille, Astrid, si vous avez des analyses à nous livrer là-dessus, en tout cas un regard suite à suite à ces élections. Moi, je pense que là encore, ça dépend quand même des villes, mais je trouve que l'enquête que tu as citée au tout début, qui commence à être bien diffusée, à propos quand même de, peu importe les partis, en fait, l'intégration de ce sujet-là, il est intégré au niveau local. Je trouve que c'est quand même très encourageant. Et encore une dichotomie au niveau national qui, moi, m'inquiète, c'est-à-dire que, pour le coup, je trouve que c'est complètement absent du débat public. Des législatives, des élections présidentielles qui arrivent, c'est pas dans les programmes en haut. Parce que aussi c'est l'actualité, enfin on pourrait analyser d'une mille façons et je pense que l'analyse aussi des médias est intéressante, mais nous en même temps on suit ce qui se dit, enfin on n'est pas toujours en avance sur les sujets quoi. Donc, mais en revanche quand on a vraiment les mains dans le cambouis et qu'on est face au dérèglement climatique comme les maires le sont, bah, que ça infuse dans tous les partis, je pense que c'est quand même une excellente nouvelle. Après j'ai pas le détail là-dessus. Mais, moi, ce qui me rassure, entre guillemets, dans ce sujet-là, c'est que je pense que les Français, eux, sont en avance sur leurs élus. C'est-à-dire que eux ont compris qu'ils ont envie de manger sainement, qu'ils ont envie d'un bon air pour leurs enfants, que le local, le bio, les efforts sur les transports, toute cette bataille culturelle, quand même, a été gagnée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'accompagner, entre guillemets, d'un point. Mais c'est vrai que quand on voit les débats budgétaires qu'on a eus ces dernières années, il n'y avait pas de place pour l'écologie. Au contraire, c'était même la première coupe, souvent, parce qu'on n'est que dans des budgets d'urgence. Je crois que là, celles et ceux qui veulent un peu réfléchir la France dans les prochaines années, il faut qu'ils pensent 20 ans, 30 ans. Et donc, quand on est aux manettes sur 6 mois, on l'oublie, en fait. Et puis, c'est aussi une facilité. Je pense qu'il y aurait plein d'analyses intéressante sociologique à faire sur la façon dont les jeunes prennent plus l'avion qu'avant et pourquoi. Et parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi une forme de bon, bah, après tout, après moi le déluge, quoi, profitons-en tant que ça dure. Et je trouve que c'est troublant. Et quand en effet, on n'a vraiment pas de modèle au-dessus, bah voilà, pourquoi s'infliger des petits gestes quand l'État ne contraint pas les gros, quoi. Ouais, cette question, juste, bon, je rejoins là aussi ce qui vient d'être dit. Euh, Par contre, moi, ce qui comment dire, me questionne quand même, c'est que dans la mise en visibilité ou justement sur ces histoires de programmes, alors même si évidemment ils font pas forcément toujours d'ailleurs l'élection et que ou même dans les débats qu'il y a pu avoir, j'en ai quand même visualisé, je sais pas combien entre les deux tours. Euh, L'écologie est quand même bien moins présente. Alors ça veut pas dire encore une fois que elle a disparu, hein, et donc encore une fois je rejoins ce qui vient d'être dit, mais il y a des choses qui ont été crantées, puis un effet cliquet qui fait qu'on revient pas en arrière et c'est tant mieux. Mais quand même, on voit bien à quel point le sujet de la sécurité s'est imposé d'une force. Et alors je suis assez d'ailleurs comment dire interrogatif sur la stratégie qui a été la stratégie adoptée à gauche, puisque du coup ça a été le sujet numéro un de toutes les campagnes, enfin encore une fois, y compris à gauche. Alors même que quand on regarde les enquêtes d'opinion, c'était pas le sujet numéro un des sympathisants de gauche, par exemple. L'écologie restait devant, etc. Euh, et ça a un peu, ouais, un peu tout écrasé, même s'il fallait sans doute en parler. Et c'est encore une fois, je disqualifie pas le sujet, hein. Mais moi, ça me paraît moins central que l'élection de 2020, où en 2020, on voyait bien des candidats de droite et de centre-droit essayer de récupérer le sujet en disant, voilà, enfin, en le mettant en avant et en mettant même le mot écologie en avant. Parce que là, aujourd'hui, quand bien même il y a de l'écologie dans les programmes, on parle plus d'écologie qui est un mot presque tabou, voilà.
On va parler éventuellement piste cyclable, je sais pas si on a encore le droit de le dire, mais cantine bio, ça marche, ou des choses comme ça. Euh, mais en tout cas, l'écologie comme totem, pour le coup, ressort quand même un peu abîmé de cette élection dans le discours politique, hein, j'entends, pas forcément dans les actions derrière. Même si ça dépend des endroits, évidemment, enfin, on est bien d'accord, hein. Et voilà, pour compléter sur ce sujet-là, peut-être je vous renvoie vers une interview du chercheur Simon Audebert de la Fondation pour de l'écologie politique dans Reporter, où il nous dit les résultats des écologistes dans les grandes villes ne sont pas représentatifs du rapport des Français et des Françaises à l'écologie, ni même de la place de l'écologie dans ces municipales. C'est oublier que l'écologie existe sous d'autres formes, notamment dans les territoires ruraux. Il y a les élus encartés affichant leur étiquette, mais aussi ceux qui se déclarent dans la presse comme écologistes. Et ça, ils en ont identifié des dizaines et des dizaines. Donc, beaucoup placent l'écologie au cœur de leur programme sans qu'il y ait pour autant d'affiliation partisane. Voilà, donc un autre élément de réponse. Et peut-être on va terminer avec la question d'Alexandra, peut-être un lien entre l'invisibilité de l'intercommunalité et l'absence des sujets liés aux transitions qui sont souvent à cette échelle, PCAET, projets alimentaires territoriaux et plans de mobilité. Voilà, Achille et Astrid, peut-être un mot de conclusion sur ce sujet-là, même très rapide si vous êtes tout simplement d'accord. Moi, je suis tout simplement d'accord, donc je n'ai rien à ajouter. Moi, pardon, je veux pas finir sur une note pessimiste, mais j'ai peur que l'interco, ce soit pas que en raison de ces sujets-là. C'est très difficile mais c'est aussi plus récent, de la mettre au cœur des sujets, du débat public. Mais il faut y réfléchir parce que je pense que ça commence à être intégré au moins par les Français qui savent qu'il y a des intercos chez eux. Mais dans le débat public national, je pense que sur les échelons, etc., on l'a pas encore assez intégré. C'est très juste. Merci beaucoup Astrid et Achille. Merci à toutes et à tous pour ces éclairages et vos analyses. Il est 13h01, donc on est dans les temps. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Merci à beaucoup, bonne vous. journée.